Pascal Carcenti d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation. Voilà, c'est super gentil. Et c'est vrai que vous êtes un praticien qu'on suit beaucoup sur Facebook autour de votre groupe, le PIES. C'est vrai que vous êtes toujours super actif. Voilà. Et alors, on ne va pas trop vous présenter parce que je crois qu'on vous connaît beaucoup, Non, c'est mais pas la juste peine. pour en dire un tout petit mot peut-être sur vous, que vous êtes diplômé de l'Université de Marseille et qu'après, ça m'a vraiment étonné, épaté, je dirais, c'est que vous n'avez pas arrêté de suivre des DU, de chirurgie implantaire, paro, etc. jusqu'à l'année dernière. Ça veut dire que c'est Oui. peut-être le corona qui vous a un petit peu Ah, freiné. le Bon, là, ça corona, va il m'a pouvoir mis à plat. redémarrer. Tout va bien. C'est Ouais, bien, bravo. il n'y a pas Que vous d'âge. ayez toujours l'envie comme ça d'apprendre. Alors, vous êtes, en fait, vous exercez dans votre cabinet de Toulon. Vous avez un exercice exclusif, du coup, en implantologie orale et essentiellement, je crois, autour de la paro, l'implantologie, en tous les cas. Voilà. Et puis, vous êtes expert judiciaire, un conférencier aussi international de renom. Non, Et on non, va vous peut-être pas, laisser, non, en non. fait, N'exagérez pas, là. oh, si, Local. si, bon, allez, National, on va dire. d'accord. Alors, Voilà. de mon point de vue à moi, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Et ben, je vais vous laisser tout de suite, en fait, au sujet autour de notre thème d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de remaniement tissulaire à visée esthétique en chirurgie plastique et périimplantaire, du simple au complexe. Alors, on va tout vous écouter, et on va tout suivre. Merci, Pascal. Alors, je remercie Sophie, bien sûr, pour son invitation, qui est toujours très sympathique. J'avais travaillé pour ce journal sous l'égide de Michel Abou avec grand plaisir sur un thème qui était la parodontologie, non, pardon, l'implantologie avant, après, la paro, oui, avant, pendant et après, avant de faire des implants. Et ça m'avait intéressé de travailler sur cette thématique de comment gérer les patients parodontaux qu'on était supposés implanter. Et donc, bien sûr, ce webinaire, il va être assez exhaustif, mais on va passer en revue un petit peu tous les actes de remaniement tissulaire qu'on est amené à faire dans nos cabinets. Donc, ça va aller un peu vite, mais après, on pourra aller peut-être un peu plus au fond des choses s'il y a des questions. Donc, bien sûr, je remercie mes mentors, qui sont nombreux, comme vous pouvez le constater. Et en premier, mon grand-père, qui est en haut à gauche de ce slide, qui était chirurgien maxillofacial et qui a mis en selle dans les années certainement 30, 28-30, le docteur Lebovitch Raymond, qui était son ami intime, qui il a encouragé à faire dentaire. Et donc, ce grand-père était passionné, bien sûr, par la dentisterie. Il était chirurgien maxillofacial et il a beaucoup compté dans mon parcours, on va dire, d'initiation à la dentisterie. Ensuite, il y a mon oncle, son fils, Jean, qui a été un chirurgien dentiste très proche de moi et qui m'a beaucoup, beaucoup orienté aussi sur la prothèse et sur le lien avec les patients, le lien humain, tout ça. Donc, ça m'a encouragé à faire ce métier. En haut à droite, vous avez le professeur Michel, qui était un professeur d'occlusodontologie, dont j'ai eu la chance de prendre la suite dans son cabinet à Toulon. Et ce professeur a été le premier à créer un service d'occlusodontologie en France. Et c'était à Marseille. Donc voilà, ce professeur m'a suivi pendant les 6 premières années de mon exercice. Et ça a été pour moi merveilleux de partager des échanges sur la prothèse. En bas à gauche, vous avez mon ami Georges Rachelin, qui est un parodontologiste qui m'a accueilli dans son cabinet quand je suis sorti du service militaire et qui m'a mis le pied à la paro. Et je le remercie infiniment. Au milieu, vous avez le docteur Drossin, qui lui m'a encouragé à aller dans le sens de la chirurgie et il dirige un site de formation en ligne, My Dental Academy Training, et c'est un très bon ami. Au milieu, vous avez Virginie Monet-Corti, qui est une professeure au CHU de la Timone, qui est une amie et qui est toujours extrêmement dynamique et présente sur la scène nationale et internationale. Et à droite, vous avez Trong Nguyen, qui est un conseiller et ami aussi, et qui fait partie des personnes qui m'ont bien conseillé et orienté dans ce métier. Et bien sûr, je les en remercie. Allez, on va passer aux choses plus Votre scientifiques. fils aussi va suivre votre voie, c'est ça, Pascal? Pardon? Votre fils suit votre voie également?
Peut-être, qui sait, il veut faire médecine. Nous verrons bien si la dynastie perdure. Événement à venir, ben, c'est un cycle de formation en paro à Paris. Le 21 mai, il y a le cycle paro esthétique qui va se tenir à Paris et on a vraiment un programme qui est très riche. Et j'aurai la chance de participer avec tout ce beau monde que vous voyez affiché pour vraiment encadrer les étudiants sur le 3e cycle de paro. Une formation qui aura lieu aussi le 18 juin sur une île magnifique, l'île des Ambiers dans le Var, où j'aurai la chance de faire un petit exposé sur la partie médico-légale et les conséquences de la périimplantite sur le plan médico-légal. Une nouvelle revue qui prend naissance et qui va, à mon avis, faire beaucoup de bruit. C'est la nouvelle revue de parodontologie et d'implantologie. Cette revue a un caractère très scientifique de recherche et elle va être dirigée par Paul Matou. Et on va avoir les premiers numéros qui vont sortir très, très prochainement. J'aurai la chance d'animer un numéro spécial sur l'esthétique du sourire. Allez, on commence alors. La définition de l'esthétique. L'esthétique est une discipline. Alors, je ne sais pas comment je peux enlever les petits carrés pour pouvoir bien lire mon texte. Ah ben voilà, c'est comme ça. Vous m'entendez bien, Sophie? Très bien, très très bien, pas de problème. Alors, l'esthétique est la discipline de la philosophie ayant pour objet les perceptions, les sens, le beau ou exclusivement ce qui se rapporte au concept de l'art. La chirurgie esthétique a été pionnière en médecine dans la recherche du beau. Elle nous a initialement montré la voie pour répondre à une demande tout à fait légitime de nos patients afin de limiter le vieillissement et de faciliter l'embellissement. Les dents et leurs parodontes subissent inéluctablement les affres du vieillissement. Un des motifs fréquents de nos consultations est devenu la recherche d'un sourire rajeuni et esthétique. La parodontologie actuelle et l'implantologie orale à visée esthétique cherchent à répondre précisément à ce double objectif du beau et du naturel. Donc, c'est ce qui m'a conduit avec un certain nombre d'administrateurs que je vais citer parce qu'ils sont quand même très, très impliqués dans ce groupe. Donc, il y a Jean-Marc Derceau, Virginie Monet-Corti, Trong Nguyen, Georges Rachelin, Sébastien Meloul, Tom Onega et l'Italien Enzo Foti et moi-même, qui participons à ce groupe pour essayer de faire de l'information sur tout ce qui se passe en paro. Et je remercie les nombreux membres qui sont régulièrement connectés à ce groupe de paro. Alors, plusieurs options thérapeutiques de remaniement tissulaire à visée esthétique sont pratiquées dans mon cabinet. Donc, je les ai énoncées comme un catalogue à l'après-vert. Donc, les greffes, les remaniements déjà de tissu mou, les greffes de gencives, le recouvrement de récession, donc que ce soit des greffes de conjonctifs ou des greffes de gencives libres sur les dents et sur les implants. Le renforcement parodontal et périimplantaire, l'alignement des festons gingivaux et périimplantaires, la gestion orthoparo, les frénectomies, les approfondissements vestibulaires, les gingivectomies, par exemple avec un geste au laser pour traiter l'éruption passive altérée, les lipopositioning. Il y a aussi des remaniements de tissus durs avec des régénérations osseuses guidées. Dans ma pratique, j'utilise souvent le GTO sans membrane, mais on peut aussi prescrire des actes avec membrane pincée, par exemple, avec mélange de bio-os et os autogène. Nous pratiquons des ostéotomies segmentaires contrôlées, des split crest, et dans l'intérieur de l'écartement obtenu par le split, on met un produit MP3. Les corticotomies per-orthodontiques, afin d'accélérer les traitements orthodontiques, et les greffes osseuses d'apposition, type prélèvement ramique ou greffon allogénique, ou encore les laminacs avec des vis d'ostéosynthèse. L'ostéoplastie réceptrice, qui est quand même mineure dans les activités esthétiques, mais qui peuvent permettre dans certaines situations de retrouver l'alignement des profils d'émergence. Alors, pourquoi remanier les tissus? Dans un premier temps, c'est pour respecter la biologie en restaurant l'esthétique et la fonction. C'est pour reconstruire et stabiliser le parodonte, bien sûr. C'est pour renforcer le parodonte afin de pérenniser nos traitements globaux.
Ça, c'est très important, puisque ça s'inscrit dans une thérapeutique globale. C'est pour répondre aux exigences de l'esthétique du blanc et du rose, pour faciliter, bien sûr, et ça c'est essentiel, l'hygiène bucco-dentaire autour des dents, pour sécuriser nos implants à long terme, ne l'oublions pas, nos implants seront plus pérennes dans le temps s'ils auront un environnement muqueux qui est adapté. Et enfin, bien sûr, pour assurer la stabilité parodontale avant, pendant ou après un traitement orthodontique. La chirurgie plastique parodontale a des objectifs thérapeutiques bien précis, donc on l'a plus ou moins évoqué, améliorer le confort du patient au moment du brossage, bien sûr, puisqu'il aura des gencives saines, il pourra brosser de manière efficace. Diminuer les sensibilités au froid, restaurer le sourire, donc le rapport rose-blanc, renforcer le parodonte et obtenir, bien sûr, grâce à ces thérapeutiques-là, une satisfaction esthétique et fonctionnelle de nos patients, ce qui n'est pas rien. La définition de la récession gingivale, la récession parodontale ou dénudation radiculaire a été définie selon l'Académie américaine de parodontologie comme le déplacement de la gencive marginale apicalement à la jonction amélo-sémentaire. Nos patients, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent « j'ai une dent qui se déchausse ». Ça les inquiète souvent. Alors, l'analyse, bien sûr, on va dire esthétique du parodonte, superficielle et profond, mais là c'est plutôt superficiel, c'est bien évaluer où se situe la ligne muco-gingivale pour mesurer la hauteur de tissu kératinisé. On mesure aussi la profondeur du sulcus et on a des tests pour vérifier si on est sur un parodonte fin ou pas en fonction des tests d'épaisseur de gencive attachée. La chirurgie plastique parodontale permet de réaliser des remaniements tissulaires de la gencive, le plus souvent pour renforcer le parodonte. On réalise des greffes, par exemple, de gencive, et on prélève sur un site donneur dont le prélèvement sera déplacé et stabilisé sur un site receveur. Donc ça, c'est le principe de greffe autogène. Dans mon exercice, et je vais essayer de catégoriser certains cas cliniques, puisque ça va être plus une présentation de cas cliniques qu'un exercice universitaire. Donc, on va présenter des cas et on va essayer de savoir s'ils sont simples, complexes, ou s'ils sont faussement simples ou vraiment complexes. Donc, dans 85% des cas, je réalise des prélèvements palatins. Donc, par exemple, pour les récessions multiples, il m'arrive même de faire des prélèvements aussi bien à droite qu'à gauche quand je veux recouvrir des arcades complètes. Le prélèvement peut être épithélio-conjonctif pour faire par exemple des greffes épithélio-conjonctives, mais il peut être aussi épithélio-conjonctif pour faire des greffes de conjonctif tout simple. On désépithélialise sur table le prélèvement. 15% des cas, je fais un prélèvement tubérositaire. C'est souvent quand je veux recouvrir seulement 1 à 2 dents, 3 dents parfois. En implantologie aussi, ce prélèvement tubérositaire a toute son indication. Le prélèvement palatin en vue d'une greffe épithélio-conjonctive, il doit être d'une largeur suffisante. Hein, on parle de 10 mm, ce qui fait quand même un gros prélèvement en largeur pour pouvoir avoir une bonne assise du lit vasculaire au moment où on réalise la greffe. Le prélèvement palatin en vue, par exemple, d'une greffe de gencive, d'un conjonctif, par exemple, on fait un prélèvement en mono-incision la plupart du temps. C'est moins agressif et les suites sont quand même meilleures. Donc, on fait une incision qui est unique, mais après, on fait une incision parallèle et une incision perpendiculaire sous l'épithélium. Et ça permet de prélever la lamina propria, qui est la partie conjonctive en fait, du prélèvement, et refermer et à obtenir, grâce à ces points en échelle, une fermeture, enfin une cicatrisation de première intention. On peut être amené, et c'est ce que je fais assez souvent d'ailleurs, à faire un prélèvement épithélio-conjonctif. L'avantage de ces épithélioconjonctifs, c'est qu'on prélève la partie la plus superficielle du conjonctif. Donc, on enlève l'épithélium malpighien et on garde la lamina propria, c'est-à-dire la partie intéressante pour notre greffe. L'avantage, c'est qu'on a un prélèvement beaucoup plus homogène et plus, on va dire, géométrique. Là, je vous ai fait un petit film d'un prélèvement et vous voyez le petit icône complexe ou simple. Je ne sais pas si on voit ma flèche quand elle… Est-ce que vous la voyez sur votre… Très bien, très bien, très bien. Bon, alors c'est parfait, je peux montrer de temps en temps des petites choses.
Donc, vous voyez, là, on a une lame MJK2, qui est une lame très intéressante en chirurgie muco-gingivale. Et on va faire un prélèvement en dehors des critères habituels, parce qu'habituellement, on fait un prélèvement palatin de la canine jusqu'à la cuspide mésiopalatine de la première molaire. Là, on va de l'incisive centrale jusqu'à la deuxième cuspide de la deuxième molaire. Donc, on fait un prélèvement en dehors des clous. C'est pour ça que j'ai mis ce petit icône, que ce n'est pas si simple que ça. On prend un patron, et à partir de ce patron, on fait un prélèvement donc épithélo-conjonctif. Pourquoi un si long prélèvement? Parce qu'on a une indication de greffe épithélo-conjonctive sur un patient qui est en situation un petit peu difficile et on est obligé d'aller greffer de la canine à la canine, de la 33 à la 43, ce qui fait quand même une distance importante. Et il vaut mieux que le greffon soit en un bloc. Donc, c'est ce qu'on a fait et on a pris un peu des précautions pour éviter de faire une hémorragie puisqu'on est en dehors des zones de sécurité sur le plan artériel. Et vous verrez que plus on se rapproche de la partie postérieure, plus j'essaie de prélever de manière superficielle. Donc, je vais essayer un petit peu d'accélérer, que vous voyez. Voilà, c'est là où on fait très attention dans le prélèvement de ne pas aller trop en profondeur. Ah, une fois qu'on a prélevé, vous voyez, on est content parce qu'on a ce beau prélèvement et on va obtenir un greffon d'une qualité intéressante. On fait des points avec, on a mis une petite compresse de Pangène, qui est une compresse hémostatique, et on fait des points de stabilisation de cette compresse pour éviter qu'elle soit trop mobilisée et pour permettre une bonne hémostase de la zone de prélèvement. Les points sont tout simples, vous allez les voir. Vous voyez, ils viennent se nouer sur la partie vestibulaire des dents et ils viennent s'accrocher sur la partie interne palatine au prélèvement. Ça permet, si vous voulez, de faire juste un calage de cette fameuse compresse hémostatique. Donc, on fait nos petits points. Vous voyez, hop, on pique comme un point matelassier, on va dire, horizontal. Et on ferme et on noue sur le plan externe. Bon, là, on peut le faire facilement parce qu'on ne va pas greffer les gencives sur le secteur où on noue là en vestibulaire. On va greffer en bas. Donc, c'est très bien de suturer comme ça. Et ça permet de bien stabiliser la zone de prélèvement et d'éviter une hémorragie post-opératoire. Et là, vous voyez cette énorme greffe qu'on a fait sur ce patient qui avait besoin d'une greffe en une pièce, je ne sais pas de combien de millimètres, mais c'était très, très long. Alors, un autre type de prélèvement, c'est le prélèvement tubérositaire. Ce prélèvement, il a un double avantage, c'est que les suites sont quasiment sont très mineures, quoi. Les patients n'en souffrent pas de ce type de prélèvement. On prélève dans la zone postérieure de la dernière molaire et on fait un prélèvement qui ressemble à une méduse. Au moment où on récupère ce tissu, il est très large, il est très plastique et il est assez profond puisqu'ici il y a quand même pas mal de tissu résiduel. On le désépithélise, bien sûr, et ensuite on le déploie en le coupant, enfin en le sectionnant pour pouvoir l'allonger. Et on arrive, vous voyez, au départ, on a un petit prélèvement qui fait même pas 1 centimètre, et à la fin, on a quand même presque 3 centimètres. Et ça permet de recouvrir 1 à 3 dents ou de travailler en zone implantaire pour renforcer autour des implants. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, on a une patiente donc, qui a une récession d'une 11 qui la perturbe sur le plan même des sensibilités. Elle a un brossage qui est iatrogène. Donc, bien sûr, il y a un travail de rééducation du brossage du patient, parce que souvent, ces patients qui ont des brossages un petit peu trop agressifs, il faut les rééduquer avant de les greffer, sinon on va avoir les mêmes déboires qu'avant de greffer. Donc, ces patients, une fois bien rééduqués, qui brossent avec des brosses à dents souples, avec le geste, le poil à 45 degrés, un geste de la gencive vers la dent, enfin, on fait en sorte qu'ils aient compris le mouvement de brossage. Il n'est pas un brossage traumatique. Eh bien, une fois que tout ça est bien compris, que les patients arrivent à gérer son hygiène bucco-dentaire, on se lance dans, par exemple, ici, une greffe de conjonctif enfoui selon la technique du tunnel modifié tracté coronairement. Et vous voyez qu'on fait des petits points légers. Là, vous voyez un truc intéressant, c'est
dans la zone singulaire, ici, on voit les points suspendus, puisque dans la zone greffée vestibulaire, on tracte notre gencive originelle en direction coronaire en entourant les points de manière suspendue. Et c'est comme ça qu'on arrive à tracter de manière intéressante. Vous voyez qu'on fait une surcorrection, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à aller au-delà de la jonction émail-sément. Et la semaine qui suit cette intervention, le patient se demande si on n'a pas loupé l'intervention, s'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas convenu. Et on lui explique que non, on fait exprès de surcorriger parce qu'au moment de la cicatrisation, il y a un lissage automatique qui va se créer. Donc là, on est à 10 jours post-opératoire. Et bien sûr, là, je ne sais pas combien de jours nous sommes. Pardon, là, j'ai fait une fausse manip. Hop, petit rideau qui se referme. Eh bien voilà, c'est pas dit. Je croyais que je crois que là, on est à 2 ou 3 mois. Vous voyez, il y a une toute petite, un tout petit œdème encore qui reste, qui est persistant. Et plusieurs années après, parce que cette patiente, on la revoit pour des soins dans d'autres zones, on voit que quand même, ça s'est bien homogénéisé, ça s'est lissé. La texture de gencive est pratiquement similaire à celle de la zone non greffée. Et on obtient quand même un résultat qui est plus que satisfaisant. Et pérenne. C'est ce qui est agréable, c'est que c'est pérenne dans le temps. Un autre cas, c'est bon, vous m'entendez, Sophie, ça marche bien? Très bien. Voilà, Parfait. c'est spécial les webinars parce qu'on est un peu seul avec, avec nos Ouais, images. ouais, non, 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 vous entendez bien, vous inquiétez pas. Allez, super. J'interviendrai si Allez, besoin. ok, nickel. Donc là, on est dans un cas un peu plus complexe puisque vous allez voir que, bon, on obtient quand même un résultat qui est sympa, mais on a ici, par exemple, des lésions multiples, donc des récessions multiples avec des lésions cervicales non carieuses, c'est-à-dire des zones d'usure au collet des dents. Donc, c'est toujours un peu plus difficile d'obtenir un résultat de recouvrement parfait dans des zones comme ça qui sont fortement atteintes. Certains auteurs préconisent de reconstituer avant la chirurgie la jonction émail-sément en créant un tout petit composite, vous voyez, qui arriverait à peu près ici, avant de venir faire mourir notre greffe sur la partie basse du composite généré. Personnellement, pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu de cette nécessité, donc je continue à ne pas rajouter de composite, mais peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Donc, les classes de Miller 1, 2, 3 sont bien adaptées à cette technique je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc qui se met sur l'écran. C'est pas grave, hein, on va le laisser comme ça. C'est-à-dire que les titres, je ne les vois pas, mais vous les voyez. Attendez, peut-être je vais pouvoir trouver un système. Non, bon, c'est pas grave. Et du coup, ce tunnel qu'on va proposer à nos patients, c'est un tunnel suprapériosté avec un apport vasculaire qui est plus important. On est à l'aveugle, donc on fait une dissection en épaisseur partielle et on arrive à générer un espacement qui va être celui du tunnel dans lequel on va pouvoir glisser le conjonctif enfoui. Cette technique offre quand même des bons résultats en gain de tissu kératinisé, environ 2,3 mm en moyenne, une excellente suite avec des résultats quand même qui sont rapides et peu de traumatisme post-opératoire. Le recouvrement à 90% est possible, même quand on a peu ou pas de tissu kératinisé en apical de la récession, parce que ça fait partie des critères, si vous voulez, de réussite. Quand ici, vous voyez qu'il y a du tissu kératinisé en apical de la récession, on a quand même une prédictibilité qui est meilleure. Quand ici, il n'y a vraiment plus de tissu kératinisé, ce n'est pas le cas sur ces images, on est quand même dans un geste qui est plus délicat. Une petite bibliographie récente des tunnels modifiés tractés coronairement, et c'est que des amis, donc ça tombe bien. Sofia Roca, Sculéane, Sébastien Melloul, Catherine Dumas, Virginie Monet-Corti, Marion Pignoli, Cyril Goubron, des Marseillais, pas mal de Marseillais qui ont publié sur le tunnel, donc c'est une technique qu'on apprécie bien. Caroline Fouque, Sébastien Melloul, Luc Garry, le petit Luc Garry. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est bien référencé sur le plan scientifique et on a des résultats quand même qui sont pérennes et fiables, reproductibles. Ici, ben, c'est un cas de récession mandibulaire avec des dents en post-ortho qui se retrouvent en situation un petit peu extériorisée par rapport au couloir osseux. J'ai mis le petit icône Keep It Simple.
on va considérer que c'est un cas facile. Et comme c'est une petite jeune fille qui a 16 ans, on ne va pas se lancer dans une grosse greffe épithélo-conjonctive. Je lui ai proposé une petite greffe. Son papa était médecin, on avait bien discuté. Et effectivement, on n'a pas eu tort parce qu'on a eu un résultat avec un bon recouvrement et surtout une bonne homogénéisation de la greffe épithélo-conjonctive. Ce qui est le plus délicat, en fait, c'est d'obtenir ce lissage de la greffe qui... Alors effectivement, il y a quand même un déplacement de la ligne muco-gingivale, hein, un déplacement apical, mais on obtient quand même dans ce cas une très belle augmentation de tissu kératinisé avec une stabilité des tissus. Et là, pour le coup, on a un recouvrement qui est quasi complet. Alors, quelles sont les indications des greffes épithélio-conjonctives? Ben, c'est les récessions avec absence de tissu kératinisé, par exemple, ou avec un frein, un vestibule court. Alors souvent, le vestibule court gêne à l'hygiène et auto-enclenche un processus irréversible de mauvais brossage. Une gencivirité, on la brosse moins, bien sûr. Nécessité de renfort avec traitement ortho, ça peut être une indication de la GGL quand il y a un besoin de mouvement vestibulaire, c'est-à-dire sortir les dents dans le sens lingo-vestibulaire. Là, il y a un vrai risque de récession et c'est bien d'anticiper les choses et de greffer au demeurant. Un apport tissulaire de grande qualité, donc c'est vrai qu'on obtient quand même beaucoup plus de tissu kératinisé avec une GGL qu'avec un autre type de greffe. Une hauteur, une épaisseur de tissu kératinisé, une fiabilité de la transplantation, des suites non douloureuses, précisons, sur le site receveur, parce que le site de prélèvement, c'est tout autre chose. Il y a quand même un aspect inesthétique avec un aspect de rustine, une granulométrie qui n'est pas exactement la même que celle de la gencive originelle, et une cicatrisation par seconde intention, deuxième intention, du site donneur, mais ça, comme pour tous les prélèvements épithéliaux-conjonctifs. Un risque de complications, alors il nous arrive d'avoir dans les suites de GGL un peu d'excédent de fibrine avant que le tissu se relisse. Parfois, on a un tissu un peu blanchâtre qui est un peu surprenant. Il s'apparente à une nécrose, mais c'est pas de la nécrose, c'est de la fibrine. Mais après, quand il grisâtre ou quand il devient un peu plus jaune, là, on peut commencer à entrevoir l'idée que notre greffe se nécrose. C'est une technique quand même assez difficile et longue, et la plaie palatine est invasive et douloureuse. Alors là, voilà, c'est le cas d'un jeune homme qu'il n'aurait pas fallu greffer, hein, puisque les critères de greffe, c'est non-fumeur. Hein, critères de chirurgie buccale en général, on n'aime pas opérer les fumeurs. Il se trouve que dans notre patientèle, on a beaucoup de fumeurs. Donc moi, je les opère, mais je leur fais un protocole de sevrage en espérant qu'ils suivent à la lettre ce que je leur dis. Ce qu'ils ne font pas bien souvent. Alors lui, le pauvre, il était extrêmement stressé. Il avait subi un gros deuil. Il avait perdu son épouse, qui était une amie d'ailleurs, qui était chirurgien dentiste, qui a eu un cancer, mais foudroyant. Et du coup, il se retrouvait en situation de douleur énorme au niveau du collet de cette canine. Et il n'a pas vu autre chose que l'idée de greffer, malgré sa situation psychologique qui était quand même un peu particulière. Donc, il fumait, on l'a quand même greffé, on a fait les gestes classiques hein, de libération des fibres, de création du tunnel, de traction en direction coronaire de la partie, en tout cas, désinsérée, de prélèvement donc du conjonctif ici, selon la technique de Bruno, en mono-incision. Ici, un petit peut-être défaut du geste technique, j'ai pas suffisamment recouvert la greffe, le greffon, vous voyez, il est visible. Il aurait dû être recouvert par la gencive originelle. Vous voyez, c'est pas un motif systématique de nécrose du greffon, mais ça peut l'être, ça peut exposer en tout cas ce greffon, surtout chez des fumeurs. Et vous voyez là, la réponse, elle est vraiment pas bonne. Ce patient, il fait une réaction forte, comme une petite nécrose du collet de la greffe. Et bon, heureusement, la nature est en bonne mère. Au bout d'un moment, cette petite zone de nécrose se revascularise et on retrouve un petit picoté rose qui est rassurant. On se rend compte quand même qu'à un mois, les choses s'arrangent nettement pour lui et qu'à 2 mois, on obtient quand même un bon résultat par rapport à la situation initiale. À 1 an, ben, il y a un creeping attachement, c'est-à-dire que les tissus qui ont été greffés et qui sont bien nourris sur le plan vasculaire avec une bonne épaisseur de tissu kératinisé ont tendance quand même à remonter vers le haut de la dent et ça joue en notre faveur. On appelle ça le creeping attachement. Voilà cette canine à 3 ans qui est bien stable. Ce patient est vraiment ravi.
voyez, la situation était compliquée et finalement, les choses se sont plutôt arrangées pour lui. Un cas difficile, vous voyez, là j'ai mis un long chemin avec un point d'interrogation. Là, on cumule les facteurs de complexité. On est sur une patiente qui est thalassémique, qui est un petit peu stressée quand même. Elle est assistante dentaire avec un rythme, je crois qu'elle nous écoute d'ailleurs ce soir. Je la salue si elle est là. Et vous voyez que là, il y a quand même un encombrement dentaire. Donc, il y a un problème aussi d'articulé. Il y a des lésions cervicales non carieuses. Enfin, il y a pas mal d'éléments peu favorables à un résultat positif d'une greffe de tunnélisation. Il y a des papilles qui sont très étroites, vous voyez, à cause d'une proximité radiculaire, des dents qui ont un diamètre mésodistal qui n'est pas propice à une bonne vascularisation de toutes ces zones. Et il faut quand même que notre greffon qui va se mettre dans ce lit finisse par bien se vasculariser. Donc, moins il y a de tissu interdentaire, que ce soit osseux ou gingival, plus c'est difficile pour nous d'obtenir du résultat. Et comme elle est thalassémique et qu'elle a un système de coagulation qui est un petit peu atypique, elle réagit de manière très surprenante, c'est-à-dire qu'on a cet aspect de nécrose sur le site de la greffe. Je vous ai mis des cas, pas les cas, pas mes cas les meilleurs, exprès pour vous montrer qu'on a parfois, dans l'exercice de ces greffes, des surprises. Et vous voyez que là, on est à 15 jours, on commence à voir un tout petit rosé qui commence à apparaître dans certaines zones. Il y a quand même un peu de jaune qui n'est pas très rassurant là, qui montre quand même une petite souffrance des tissus. Et là, comme par magie et enchantement, cette patiente commence à revasculariser son greffon. Et vous voyez que le niveau de positionnement du greffon est pile au niveau de la jonction émail-sément, ce qui est plutôt rassurant. Et effectivement, à 3 mois post-opératoire, on a un très très joli résultat avec une greffe qui a complètement joué son rôle de recouvrement. Elle peut se lancer dans une orthodontie pour remettre ses dents en bonne position. Je fais remarquer que ici, vous voyez, avant même, elle avait déjà une récession de l'autre côté et elle va revenir prochainement. Je l'attends pour faire une petite greffe ici et peut-être même une petite greffe ici, vous voyez. Une patiente qui a un parodonte fin, et comme 30% des patients au parodonte fin, c'est des gens qui sont sujets à des récessions précoces. Voilà, et l'orthodontiste petit à petit ramène la prémolaire. Vous voyez qu'à ce stade-là, la prémolaire a rebasculé en situation vestibulaire, mais n'a pas perdu son feston gingival. Et là, vous voyez, 2018, 2019, 2021, la canine est impeccable, mais cette fameuse prémolaire qu'on a vestibulée, c'est ce qu'on disait en début de présentation, quand on vestibule une dent, le parodonte subit une récession un petit peu irréversible. Alors, dans l'idéal, on pourrait refaire un tout petit geste et recouvrir à nouveau, mais cette patiente n'en souffre pas du tout. Par contre, vous voyez, au niveau de la canine, le résultat est totalement stable par rapport à la situation initiale de 2018. Un autre cas que j'estime moi complexe parce qu'il n'y avait pas vraiment un patient hyper bon brosseur. Il était hyper stressé, un architecte qui suit des gros projets dans son exercice et qui est toujours à 200 à l'heure. J'avais même du mal, moi, à lui octroyer des rendez-vous tellement il n'était pas disponible. On a quand même fini par le greffer. On lui a fait… Alors, vous voyez la situation, les tissus, vous voyez, ils sont tractés en situation coronaire, en direction du collet. Et là, il y a, je ne sais pas si vous voyez, un point qui est un point périosté qui stabilise le greffon en situation coronaire pour éviter que le greffon il remonte à l'apex des dents. Mais là, vous voyez, je suis un peu étonné de la situation de ce point. En général, il se situe à peu près ici parce que le greffon, il fait à peu près cette épaisseur. Donc là, j'ai dû mettre un greffon très, très large et très épais, justement à cause de ces lésions cervicales non carieuses, parce que ça fait quand même un creux au niveau de la dent et parfois, il faut rajouter de la matière, donc du conjonctif, pour pouvoir espérer obtenir le recouvrement. Là, on est à quelques jours, on s'aperçoit que c'est plutôt pas mal. Vous êtes en train de partager. J'arrive pas à cette petite bande, j'arrive pas à la remettre bien, mais c'est pas grave. J'ai pas l'écran que je souhaitais. Et là, vous voyez qu'on a, à 2 mois post-opératoire, un très joli résultat avec un recouvrement total avec un parodonte en plus qui est parfaitement lisse, bien ourlé autour des festons gingivaux. Situation au départ de l'autre côté, situation à l'arrivée, tout va bien pour ce patient. On a donc, en l'espace de 4 ans, obtenu un résultat stable et pérenne. Donc, ce patient en est ravi.
Tout va bien, Sophie? Alors, je continue? Parfait, parfait, hein, excusez-moi. Ouais, Oui, tout va oui, bien. non, mais il n'y a pas de souci. On m'entend toujours, ça marche bien. Allez, OK. Alors là, voilà, c'est une petite vidéo d'un cas encore plus compliqué, puisqu'on n'est plus sur des classifications de récession uniquement vestibulaire. On est sur une récession qui fait le tour du collet des dents, hein. Donc, on appelle ça une RT2 de Kéro, puisqu'on perd le tissu osseux sous-jacent dans l'espace interdentaire et on a des papilles, vous voyez, qui sont arrondies. Et on commence à apercevoir à la naissance de la récession, et la récession est vestibulaire, mais elle est aussi proximale. Vous voyez, et ça, ça n'a pas un aussi bon pronostic que sur une RT1 de Kéro où on a juste la récession qu'en vestibulaire. Ça veut dire qu'on a perdu quand même les pics osseux et c'est plus difficile de recouvrir. Donc là, voilà, vous avez donc, je vais essayer de oula, hop, ça enclenche, voilà. Vous voyez, les patients ont quand même beaucoup de chances de bénéficier de ce type de chirurgie parce que c'est des chirurgies qui font un apport vasculaire très important, un apport de tissu mou aussi très important et avec peu de complications finalement. Vous voyez, les tissus, comme ils deviennent flasques et réceptifs à la tension, à la traction coronaire, une fois qu'on les a bien travaillés, hein, bien sûr. Là, vous voyez, on a quand même un prélèvement épithélo-conjonctif de grande amplitude. Et on va en faire, je passe un peu vite parce que sinon on va y passer la soirée, hein. Vous voyez le prélèvement là, comme il est donc des deux côtés, avec quand même des prélèvements homogènes, larges. On utilise, vous voyez là, on le voit bien, une compresse de Pangène qu'on positionne vraiment dans la demi-seconde qui a fini le prélèvement. Et là, on a quand même, dès le positionnement de cette petite compresse, une stabilisation des saignements. Bon, l'assistante continue à aspirer en fond de gorge pour éviter que le patient ait trop de flux de... Voilà. Donc là, pareil, c'est la même technique que j'ai montrée tout à l'heure qui consiste à stabiliser les deux greffons. Ah voilà, là c'est plus intéressant. Vous voyez, le prélèvement est donc épithélio-conjonctif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du conjonctif, donc c'est la lamina propria, et on va enlever tout l'épithélium malpighien. Là, vous voyez, hop, on est très superficiel dans le geste, et on désépaissit, en fait, on appelle ça désépithélialiser la partie superficielle du greffon. Ça nécessite une bonne tension du greffon, il ne faut pas trop glisser. C'est vraiment assez technique, mais on y arrive très vite, hein, c'est sans problème. Et il ne faut pas enlever trop de tissu, il faut enlever que la partie superficielle. Vous voyez, une fois qu'ils sont bien désépithélialisés, et on a quand même des greffons qui sont absolument magnifiques. Et ils sont dans leur bain et ils attendent plus qu'une chose, c'est de revenir sur le site de prélèvement. Là, vous voyez la zone en cours de chirurgie qui saigne déjà plus. À la fin de la chirurgie, on met bien sûr une gouttière pour protéger la zone de prélèvement. Et là, vous voyez les deux petits greffons assez fins qu'on positionne dans les sites souhaités. Et là, vous voyez ce geste qui consiste à faire des points en direction coronaire. Ce sont des points qui sont suspendus donc autour des collets des dents. Et il faut essayer d'obtenir le caillot, la fermeture du caillot pour une bonne tension autour du collet. Donc, ce n'est pas évident parce que les tissus veulent remonter vers le haut et nous, on veut absolument les repositionner vers le bas. Là, comme on a un problème de perte interdentaire, on essaie par tous les stratagèmes possibles de, vous voyez, là, je crée une tension à ce niveau-là et je permets d'aligner un petit peu la ligne en surcontouring du greffon. Et il faut être le plus efficace possible sur la tension, la traction en tout cas, en direction coronaire. Là, vous voyez le résultat sympa à 15 jours où on a obtenu un bon recouvrement immédiat. Certainement qu'on sera amené à surveiller ça parce que, je vous dis, on a un problème d'os interdentaire qui risque de limiter les résultats sur du long terme de ce type de prélèvement. Vous voyez, là, on voit le résultat à 15 jours, c'est quand même sympathique. La patiente a changé de physionomie et d'architecture gingivale. Donc, on est quand même satisfait puisqu'on a obtenu 90% du recouvrement. Et vous voyez qu'à 15 jours, c'est déjà bien lisse, c'est bien structuré.
Voilà, encore un cas un petit peu extrême d'asymétrie totale des collets, des festons. Et là, on est dans un cas un peu irrécupérable. Vous voyez, c'est la patiente désespérée qui arrive. C'était une femme médecin qui travaillait à la Sécu et elle avait normalement gêne, en fait. Ça l'a gênée énormément de voir cette asymétrie. Dès qu'elle souriait, elle complexait. Elle avait un sourire qui découvrait pas mal. Et donc, je lui ai dit, on va essayer, mais je ne peux rien vous garantir en termes de sécurité et de résultats. Et c'est pour ça qu'il y a le petit point d'interrogation. Et ben, on a tracté, bien sûr, on a débridé très, très haut, presque jusqu'à l'épine nasale, pour pouvoir obtenir cet excès de tissu en direction coronaire. Et on a mis un conjonctif d'une épaisseur que j'ose même pas vous dire. Et on a obtenu à 2 mois déjà une symétrisation de la ligne des collets. Et 3 ans après, vous voyez que les résultats sont pérennes. Alors, bien sûr, c'est une patiente qui avait eu, dans l'examen initial, un problème de trauma. Vous voyez, la moitié des dents étaient cassées, réparées par des composites, en plus, pas de bons composites, mais c'était des vieux composites. Mais il n'y a pas forcément la démarche esthétique que nous souhaiterions orienter vers le patient. Là, on souhaiterait forcément symétriser les collets et lui faire des facettes. Eh ben non, elle en restait là, ça lui suffisait. Et donc, on reste un peu sur notre faim parce que dans une situation comme ça où on aligne quand même pas mal la ligne des collets, on fait 4 facettes ici, on change la physionomie du sourire, mais la patiente voulait s'arrêter là. Elle en est très contente. Alors, là, c'est des regards un peu qui parlent des suites post-opératoires immédiates et des regards un peu affolés des patients au sortir des chirurgies mucogingivales. Et ça, j'y tiens parce que c'est vrai qu'on leur fait des gestes quand même très invasifs dans la bouche, où on prélève sur une zone différente de la zone qui va réceptionner la greffe. Et finalement, les patients sortent de cette chirurgie un petit peu sonnés et interrogatifs en se disant, est-ce que j'ai bien fait de me faire opérer? Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'était pas trop lourd par rapport à une petite récession qui me gênait au brossage? Des fois, il y a des douleurs spontanées, mais vous voyez, donc c'est pour montrer que il faut bien informer les patients avant de les opérer, que ça va pas être une petite chirurgie, que les suites, la première semaine, risquent d'être quand même un petit peu invalidantes, il faut dire la vérité. Un cas extrêmement simple d'une récession unitaire sur une canine, sur une jeune femme. Des prélèvements, alors là, c'était une période où je prélevais très épais, très long. Vraiment, voyez, donc la greffe est positionnée, toujours ce point périosté qui stabilise le greffon en position coronaire, les points de traction verticale, et un résultat, bien sûr, qui est fabuleux. On est dans un cas simple, d'une récession quasi unitaire. Bon, il y avait un petit peu de récession aussi sur la prémolaire ici, mais c'est surtout la canine qu'on visait, et vous voyez que le résultat est quand même très satisfaisant. Changeons un peu de thématique, une demande esthétique d'une patiente qui supportait mal, une consoeur d'ailleurs, qui supportait mal la zone d'ombre entre ses incisives centrales, et elle était demandeuse avec son orthodontiste d'une fermeture de l'espace. Donc il y aurait par la suite un petit stripping, et d'abord il fallait faire une frénectomie. Donc c'était une patiente adulte avec un frein hypertrophique. Nous avons donc réalisé la frénectomie. Vous voyez un peu l'importance de ce frein, quand même hypertrophique. Et on a obtenu une belle frénectomie bien propre qu'on a pu lui proposer. Et ça lui permettra, dans l'avenir, orthodontiquement, de fermer cet espace. Tout ça pour vous montrer que les indications de chirurgie plastique parodontale, elles sont multiples. Elles peuvent être à visée orthodontique. Ici, c'était un orthodontiste qui nous l'avait adressé. Et vous voyez qu'ici, vous avez un beau bandeau de tissu kératinisé. Ici, vous n'en avez quasiment pas. Vous êtes presque en zone muqueuse. Cette canine, elle est un petit peu à l'extérieur du couloir. Il va falloir refaire des mouvements orthodontiques. L'orthodontiste a voulu préventivement régénérer un parodonte. Donc, bien sûr, nous avons fait les gestes qu'il fallait, c'est-à-dire une greffe épithélo-conjonctive dans ce cas. Et vous voyez qu'on a obtenu quand même un très beau bandeau épithélo-conjonctif avec un déplacement apical des freins qui au départ étaient pratiquement à la naissance de la dent, et ils sont maintenant plus apicaux puisque le bandeau épithélo-conjonctif empêche la force du frein sur la dent.
Donc, on a en plus obtenu un bel approfondissement vestibulaire, ce qui est intéressant pour les patients quand ils ont des zones comme ça un peu difficiles à brosser. Un autre cas assez simple, mais intéressant quant aux résultats esthétiques, une patiente, vous voyez, qui avait une malposition incisale, des dents inégales. Bon, peut-être qu'elle avait subi un choc, un traumatisme incisif enfant, c'est possible, pour en arriver à un tel… Et vous voyez, il y a un non-alignement des collets entre les centrales et les latérales. Ce non-alignement avec un sourire gingival était quand même disgracieux. Et on a fait redresser un petit peu les incisives latérales qui étaient un peu trop vestibulées. Et puis, on a, par un geste simple, vous voyez là, vous voyez que les collets ne sont pas alignés. C'est un petit peu disgracieux. On a proposé donc une élongation coronaire dans un premier temps avec un design du zénith de la future incisive à la lame et puis après au bistouri, non pardon, au laser. Ça a été fait au laser diode à 7 watts de puissance. Et vous voyez qu'on obtient quand même un résultat d'harmonisation des collets avec un geste simple sans toucher au niveau osseux, qui est quand même très intéressant, je trouve, avec des suites qui sont quasiment nulles à 15 jours et un patient qui vous est éternellement reconnaissant. Donc, le laser a une indication, à mon avis, en chirurgie plastique qui est évidente dans des petits cas simples comme ça d'harmonisation des collets. Un cas compliqué, là, où vraiment on est dans la situation compliquée, complexe, j'allais dire, pardon, d'une patiente qui a vraiment un non-contrôle de l'hygiène, qui est un petit peu provocatrice, qui dit qu'elle fume, qu'elle est stressée, qu'elle se brosse les dents peut-être une fois par jour, et qui est un peu provocatrice. Alors, il se trouve que cette patiente, c'est une magistrate. Et les magistrats étant là pour faire appliquer la loi, je l'ai prise sur son terrain du droit et je lui ai dit, c'est comme pour vos textes, il faut respecter les textes. Et ben nous, on vous donne le dogme, c'est celui de bien vous brosser les dents, de limiter la cigarette et d'éviter de stresser si vous voulez obtenir des greffes. Bon, elle vivait à La Réunion, c'était compliqué, donc on n'a pas pu faire une thérapeutique initiale paro comme on fait pour tous les cas, mais on l'a pas greffé dans cette situation, rassurez-vous. Donc, on a bien expliqué à travers les photos ce qu'il fallait faire pour obtenir un bon brossage. Et cette patiente, finalement, elle a été réceptive au discours de motivation à l'hygiène. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a enlevé toutes ces spicules de tarte, on a quand même une perte, une fonte complète des tissus. Mais c'est pas seulement des tissus gingivaux, c'est aussi des tissus osseux hein, et de la corticale vestibulaire. Vous voyez que les dents se sont déplacées, il y a eu des migrations secondaires bon, qui ont été complets. Hein. Là, on a réussi à repositionner les dents et on lui a fait une petite greffe épithélo-conjonctive de renforcement qui s'est bien fondue dans la masse et qui lui a apporté un vrai confort, c'est-à-dire qu'on la revoit régulièrement, cette patiente, et elle se retrouve donc après cette GGL, 3 ans après, en situation quand même de plus grand confort parodontal. Sur le plan occlusal, bon, c'est pas la panacée, mais elle en fait son affaire. Un autre cas difficile et complexe, qui est un cas un petit peu, on va dire, expérimental, d'une patiente qui est arrivée en larmes. Cette patiente avait malheureusement une tumeur du pancréas. Et elle était jeune, hein, une quarantaine d'années, fumeuse, bon, avec une 21 hypermobile, une poche parodontale, une perte, oui, d'attache, avec une lésion accumulée sur la même dent, un certain nombre de complications, une lésion périapicale, des récessions, des résorptions externes sur le long des racines. Enfin bref, une dent que n'importe qui aurait enlevée en disant elle avait en plus des interférences occlusales en propulsion. Et finalement, on a pris, elle ne voulait vraiment pas, hein, c'est elle qui nous a convaincus parce que nous, on aurait bien proposé une greffe osseuse et un implant comme ça serait l'indication classique. Eh bien non, on est allé au bout des choses, on a voulu faire de la préservation à tout prix et on ne l'a pas regretté puisque cette patiente, plusieurs années après, elle a toujours sa dent. Donc, on a fait un lambeau de préservation papillaire, on a mis on a ouvert, on a vu, on a libéré les résorptions radiculaires, on a comblé avec de la biodentine ces résorptions, on a utilisé les protéines issues de la matrice amélière, donc l'endogame,
On a fait donc une régénération, on avait fait au préalable une résection apicale. Enfin, vous voyez, on s'est acharné sur cette pauvre petite incisive. On a fait aussi un apport muqueux avec une longue écharpe, vous voyez, qui fait le tour total du collet des dents, aussi bien au niveau vestibulaire qu'au niveau de l'espace papillaire. On a fait des sutures, voilà, et on a bien sûr fait une contention parce que cette dent, elle avait subi des traitements multiples et on s'était dit qu'il valait mieux stabiliser et faire une contention au moins pendant 4 semaines postérieurement au traitement. Après, bien sûr, on a enlevé la contention à 4 semaines. Et vous voyez à travers ce cone beam qu'on a récupéré quand même cette dent. On voit bien que l'os s'est repositionné, qu'on a eu alors on n'a pas un feston esthétique digne de ce nom, puisque vous voyez, il y a une belle bride là qui s'est créée liée à la chirurgie, mais vous voyez ce beau tissu kératinisé qui s'est créé. Bon, son dentiste lui a fait une facette. J'avais demandé à ce que la facette soit le plus éloignée possible de la zone cervicale pour pas prendre le risque de fragiliser trop la dent. C'est ce qu'il a fait et vous voyez qu'à 24 mois, cette patiente a toujours sa dent et je pense qu'elle la gardera bien longtemps. Un autre cas de l'utilisation des lasers diodes qui est intéressante, les cas d'hyper coloration de mélanine sur les gencives. Et là, vous voyez, ces taches mélaniniques, parfois, chez certains patients, ça peut les complexer. D'autres l'assument complètement, mais cette patiente, non, elle était en plus schizophrène, elle avait des gros problèmes psychiatriques. Elle m'avait été envoyée par l'hôpital et c'était dans sa tête, il fallait qu'on lui enlève ces taches. Donc, on a fait un petit geste au laser et vous voyez qu'on a dépigmenté en fait les hyperpigmentations. Et on a obtenu quand même un résultat plus que satisfaisant sur cette patiente. Malheureusement, souvent, ce type de patient, on a du mal à les revoir dans le temps. Donc, je serais curieux de savoir aujourd'hui si ces dépigmentations, ces gommages des hyperpigmentations ont été stables et pérennes ou pas. Mais elle était ravie. Elle a perdu ces grosses taches noires qu'elle avait à la naissance des papilles. En tout cas, elles ont été bien lissées, bien gommées. Allez, un nouveau cas, et là on passe plus sur la branche implantologie. On est sur un cas simple en apparence, mais qui n'est pas si simple que ça, d'une mise en charge immédiate. Donc, mise en esthétique immédiate. Donc, il y a eu ici, chez cette patiente, un gros problème d'infection, on va dire récurrente, au niveau de ces apex des incisives, des 3 incisives. Elle a eu des résections apicales et des obturations à rétro, mais qui sont très lointaines, peut-être une quinzaine d'années. Et elle refaisait des petites fistules régulièrement. Son dentiste me l'a adressé en me disant, moi, je ne veux pas gérer ce type de cas, c'est un cas un peu sensible. Donc, nous, on lui a proposé tout simplement extraction des dents, on va dire condamnées quand même, parce que vous allez voir au moment de l'extraction qu'elles ne sont pas si conservables que ça. Vous voyez, on travaille avec un périoton pour essayer de libérer la tâche épithéliale. Donc, on travaille avec 2 instruments pour essayer un petit peu de luxer les dents, de les mobiliser. Vous voyez qu'on a créé un trait de séparation qui est très large, justement, pour pouvoir faire une luxation en douceur et sans être gêné par le contact entre les dents. Ça facilite quand même le mouvement d'extraction et ça permet d'être plus libre dans la rotation, vous voyez. Donc, peut-être qu'on est moins sensible à des mouvements qui pourraient être iatrogènes sur la corticale vestibulaire en accentuant le mouvement dans le sens mésiodistal. Vous voyez, là, on voit bien l'amalgame lié à l'obturation à rétro. Donc, il y a des kystes associés. Enfin, il y avait un terrain vraiment très, très inflammatoire. Et on a extrait donc ces dents. Je vais peut-être un petit peu accélérer les extractions. On enlève tout le tissu granulomateux. Vous voyez que là, on a une belle curette cruentée. Je ne sais pas si vous connaissez ces curettes cruentées. Moi, je les trouve intéressantes parce qu'elles enlèvent bien le tissu de granulation. Je crois qu'elles sont commercialisées par la société. J'ai oublié le nom de la société, peu importe. Et c'est un bon produit. Dev France, voilà, c'est Dev France. C'est une curette que j'aime bien. Là, avec
périotome, on libère un petit peu, au même titre qu'on ferait un tunnel, le parodonte, pour pouvoir, après la mise en charge immédiate, tracter ces tissus en direction coronaire et avoir un meilleur rendu esthétique et un meilleur alignement des collets. Donc, vous voyez, il y a un travail préparatoire avant de faire l'implantation. Donc, une fois que ce travail préparatoire est fait, donc on libère bien. Vous voyez ici, il y a une récession très importante au niveau de la canine qu'on a cherché à combler aussi. Donc, on positionne, ici, on a choisi de mettre 2 implants pour l'espace de 3 dents. On les positionne en centrale 11 et 21. On ne prend pas le risque de positionner au niveau de la 22 parce qu'il y avait une perte quand même osseuse qui était beaucoup plus importante au niveau de la 22. Bon, bien sûr, avec une sonde, on vérifie le rebord osseux qui était à peu près ici et ici assez propre. Ici, par contre, le rebord osseux, il était plutôt par là, oui. Donc, on a pris l'option de faire les 2 centrales. Je vous passe la séquence du forage qui n'a strictement aucun intérêt, seulement de dire qu'on s'appuie sur le mur palatin et qu'on cherche un néo os plus en situation palatine. Et après, on redresse le mouvement pour être quand même dans le bon axe, on va dire, prothétique. Des sondes de visualisation. Donc, vous voyez, je mets des implants de 10 mm dans ce secteur. Il faut que je sois à 14 mm après forage. Voilà. Ça permet aussi, selon les principes de Tarnot, de préserver l'éventualité du maintien de papilles si la crête osseuse et le sommet du point de contact entre les dents est respecté autour de 3-4 mm. Donc voilà, tout ça étant énoncé, vous voyez que une fois qu'on a mis nos 2 implants, on a des piliers transitoires anatomiques, donc qui vont permettre de redesigner les festons, de préserver en fait ce bel arrondi qui existait avant les extractions. Et ça permet aussi de bien gérer les profils d'émergence sans faire quelque chose de difficile, puisque ces piliers anatomiques sont standardisés. Une fois qu'on les a mis, vous voyez, ils sont quand même à bonne distance entre eux. Ils vont permettre le maintien de la papille interincisif. Ensuite, on taille ça à la fraise comme des dents naturelles. Là, vous voyez, on utilise un produit qui est le MP3, là, je crois que c'est du MP3 que j'ai utilisé de chez Pred, qui est un bon produit. C'est une xénogreffe d'origine porcine. Et pour faire de la préservation alvéolaire, je trouve que c'est intéressant. Ça se compacte bien. Ça permet, si vous voulez, d'éviter de laisser une lacune dans une zone d'extraction. Un petit prélèvement de gencive pour aller faire la greffe épithélio-conjonctive dans la zone de l'incisive numéro 22. On stabilise le greffon comme j'ai montré déjà précédemment. Donc ça, peut-être que ça n'a pas grand intérêt. Après, on crée un point de compression dans la zone de prélèvement de tissu mou pour essayer d'obtenir l'hémostase immédiatement. Une fois qu'on voit que c'est bien stable, que ça ne saigne plus, que ça ne va pas gêner le temps opératoire, on passe à la greffe épithélio-conjonctive de fermeture. Vous voyez qu'elle est de petit calibre, elle est là juste pour fermer l'alvéole, elle est circulaire et elle nous permet aussi de stabiliser les tissus. L'idée, c'est de récupérer une architecture proche de celle avant les extractions. Donc, on stabilise par 2 points simples vestibulaires, 2 points simples palatins. Oula, j'ai fait une fausse manip, pardon, excusez-moi. Voilà. Et là, on se retrouve donc en situation de préservation, aussi bien par la greffe, la xénogreffe, que par la GGL qui est au-dessus de cette. On désépithélise donc un petit greffon parce que le greffon était un peu plus large que la greffe qu'on vient de faire. Et ce petit greffon va le glisser dans la zone canine. Alors, vous voyez là, il y a un point suspendu et vous voyez qu'on arrive à tracter en direction coronaire. Ouais, hop, le greffon, on le positionne vraiment en position coronaire.
et on obtient un recouvrement de la récession canine, ce qui va quand même donner un meilleur profil d'émergence avec une meilleure harmonisation globale des tissus. Alors là, comme moi j'aime les choses simples et j'aime pas trop dévisser, revisser, dévisser, revisser, là, vous voyez que depuis que j'ai posé ces implants, j'ai plus rien dévissé, je fais juste un simple collage au composite sur les piliers anatomiques en pic. Ça colle bien, ça marche bien. Après, je viens mourir avec excusez-moi, avec mon composite light en regard de la zone. On taille tout ça et on obtient un résultat immédiat qui est plutôt satisfaisant et qui montre qu'on va avoir une harmonisation quand même des collets. Vous voyez, là on est à 15 jours, je pense, ou à 10 jours, c'est déjà propre. Voilà, une petite souffrance ici, mais ça va, à mon avis, ça va vite se régler, ce genre de petits problèmes. Et là, vous voyez la situation initiale avec ces dents qui étaient quand même condamnées. Ici, il y avait un faux canal. Voilà, et après l'implantation, on est quand même dans une situation, vous voyez, là, l'alvéole qui est complètement comblée. La GGL qui est au-dessus, on la voit presque par transparence, elle est là. Et ici, le conjonctif qui vient mourir sur la GGL, qui recouvre un petit peu la GGL. Voilà. Sophie, tout le monde est là? Tout le monde est là. Bon, je vous accompagne jusqu'à la fin de la nuit. Hein. C'est comme la voix de radio, vous savez, c'est Non, pas soporifique. tout à fait. Hein. Voilà. Non, 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 je dis ça en plaisantant. Alors là, justement, je vous ai montré un cas qui vient d'être fait. Et là, je vous montre un cas où c'est à peu près la même nature de traitement, mis à part que vous voyez dans quel état arrive la patiente. Une patiente qui a une quarantaine d'années, qui est infirmière. Bon, on peut imaginer qu'il y a des problèmes chez cette jeune femme, hein, autres que dentaire, quoi. Hein. Elle a un stélite, bon, elle a une situation dentaire qui est vraiment péjorative. Hein. Mais c'est pas grave, on y croit. Donc, même finalement protocole que ce que je viens de montrer. On a un petit guide chirurgical qui nous permet de rester bien dans l'axe. On positionne donc les 5 implants. On fait la fameuse petite GGL ici. On met nos piliers anatomiques taillés. On met le provisoire de première intention. On attend quelques mois. Après, on met le provisoire de seconde intention. On attend quelques mois. Et après, on met le définitif. Et c'est pour vous montrer quand même qu'on obtient par ce protocole finalement sur du tissu level hein, de chez Straumann des festons quand même qui sont assez impressionnants, qui imitent parfaitement la nature. Voilà donc un résultat qui est quand même plutôt sympathique avec le laboratoire Bioconcept qui me suit depuis plus de 20 ans. Et là, vous avez ici une situation qui est hyper angoissante. Une patiente qui arrive, âgée, autour de 70 ans, avec une parodontite vraiment chronique, mais qui est stabilisée quand même. Elle passe les brossettes, elle nettoie bien et tout, mais il arrive à un moment donné où les dents, elles ont fini leur parcours et on n'arrive plus à stabiliser. Donc, on a pris l'option implantaire et vous voyez qu'on a planté pas mal d'implants. On a fait de l'extraction, implantation immédiate, mise en esthétique immédiate. Et là, vous voyez le résultat obtenu avec les beaux festons. C'est toujours le même protocole que j'utilise et je trouve qu'on a des résultats quand même qui sont très satisfaisants. Ici, on a un implant dans le sinus, vous voyez, mais je pense qu'il devait être en post-extractionnel en direction palatine, ou en tout cas dans une des racines d'extraction. Alors, encore un cas un peu abracadabrant, puisque de toute façon, c'est l'objet de ma conférence, et de montrer que dans des cas complexes, on peut avoir des situations qui se simplifient, et dans des cas simples, on peut avoir des complications. C'était un peu ça le principe de ce que je voulais vous montrer ce soir. En médecine, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, et on le sait tous, c'est très patient dépendant. Donc là, voilà, ce patient arrive, c'est un ostéopathe qui est très sportif, qui est plutôt beau mec, et qui arrive avec des dents comme ça. Bon. Là, vous voyez, il y avait, par contre, je n'ai pas montré, mais il y avait quand même une fistule ici. Là, il y avait de la suppuration. Là, il y avait de la suppuration. En réalité, la dent ici, elle est fracturée. Celle-ci, elle est en très mauvaise position aussi. On a perdu, vous voyez, toute la corticale vestibulaire. On n'a plus rien. Là, on a juste un tout petite corticale fine, transparente. On décide de faire une greffe d'apposition ramique. Qu'on mélange au bio-os et on met une bio-guide de protection, on referme tout, on met un petit brush provisoire et on prie pour que le résultat de l'harmonisation des collets soit bonne. Alors là, on va aller assez vite dans la vidéo. Vous voyez, je montre que la dent est bien fracturée le long de son parcours.
Donc, bon, bien sûr, on libère les tensions puisqu'on va faire une greffe en volume, hein. On va essayer d'augmenter en vertical. Le prélèvement ramique qui se fait de manière assez classique, vraiment, c'est une intervention relativement simple, avec très peu de suites. Donc, j'encourage les confrères qui font de la chirurgie à aller faire des prélèvements ramiques. C'est de l'autogène. Les suites dans le secteur prélevé sont quasiment nulles. Le risque nerveux n'existe quasiment pas si on a bien fait son 3D de contrôle et si on a bien vérifié qu'il y avait l'os nécessaire. On stabilise ça avec une vis d'ostéosynthèse. Là, moi, je suis avec le système Stoma pour stabiliser mes greffons autogènes. Vous voyez, le tournevis Stoma, il est très bien étudié, ça tourne bien, ça stabilise bien. On utilise ici du bio-os mélangé avec de l'os autogène et de l'autre côté, c'est carrément du bios pur. Voilà, donc on est vraiment dans une chirurgie d'augmentation volumétrique et on referme les tissus avec le moins de tension possible, même si parfois c'est pas évident, surtout quand on cherche à augmenter en vertical. Voilà. Et donc, vous voyez qu'à 6 mois, on a obtenu quand même un niveau osseux. Regardez l'incisive qui, au départ, était presque nue jusque-là. On se retrouve avec un bon niveau osseux, un os bien cortical, un os spongieux au milieu qui est sympathique. On peut implanter en respectant la ligne des 2 mm. On est tranquille. Là, on est un peu plus borderline, vous voyez. Mais c'est pas grave. Après, on fait une ROG. Je pense que j'ai fait une ROG de comblement, on va dire de rattrapage après ce type de greffe. C'est tout à fait logique. On obtient donc un joli feston. Il y a eu des greffes gingivales qui ont été associées. Et vous voyez qu'on a un gain en tissu kératinisé qui est quand même très intéressant. On travaille un peu sur la papille pour essayer de préserver cette papille. Elle est un peu faiblosse, mais elle est là. Et donc, elle va aider quand même au résultat final. On fait l'empreinte. Donc là, on a utilisé des coiffes d'empreinte de chez Stroman qui sont toutes simples, qui se clipent. Donc, un porte-empreinte tout à fait du commerce. C'est très simple. On met des piliers droits, standardisés en titane et puis des coiffes esthétiques. Et vous voyez que le résultat, en termes de stabilisation, est bon. On a réussi à récupérer la ligne décollée entre les deux centrales, ce qui est quand même pas évident. Et donc là, on est assez satisfait. Et vous voyez que là, on avait fait un sinus lift sur ce patient et on avait posé Vous voyez que là, il y a eu une amputation radiculaire. Enfin, c'est un patient qui est informé qu'il va devoir avoir besoin de traitement implantaire dans la suite de sa vie. Le plus tard possible, mais bon. Un autre cas intéressant par rapport au plan que j'avais proposé en début, c'est le split crest, donc l'ostéotomie segmentaire contrôlée, et qui permet d'obtenir un élargissement des berges osseuses et une expansion en fait osseuse tout simplement. On met les implants dans la zone expansée. Alors ça paraît un peu barbare comme type de chirurgie, mais en fait les suites sont quasiment nulles, les patients le supportent bien. Il n'est pas recommandé de faire de la mise en charge immédiate sur un os qui a été splitté, mais moi je le fais depuis toujours, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans et j'ai de bons résultats. Alors pourquoi? Est-ce que c'est la stimulation sur le bridge complet transitoire qui fait que ça aide aussi à la vascularisation du split? Je ne sais pas. Évidemment, je ne split pas sur toute la longueur de l'implant, je split sur la moitié de la longueur de l'implant et l'autre moitié sur un os originel, souvent un os plus cortical. Vous voyez le résultat, bon, c'était un full arch résine, le patient était ravi, il a eu une seule chirurgie finalement, hein, une chirurgie d'augmentation osseuse et une chirurgie de mise en charge, voilà. Il était vraiment ravi. Là, vous avez un cas, alors j'essaie de montrer un peu tout ce qu'on peut faire en chirurgie et en déplacement de tissu, en remaniement tissulaire. C'est le docteur Guillaume Joseph, qui est un orthodontiste de ma région, qui m'avait gentiment proposé de faire des corticotomies pour essayer d'accélérer un traitement orthodontique qui était difficile avec un positionnement des dents complexe. Donc, on avait pris l'option de faire un feston. Vous voyez la trajectoire du lambeau, le tracé du lambeau est festonné de telle façon à respecter un petit peu le feston originel et pas trop exposer les racines après après les corticotomies. Donc, les corticotomies, ce sont des gestes finalement qui se font à la piezo-chirurgie.
et on fait une petite indentation de quelques millimètres dans l'os, et sur à peu près un bandeau qui fait 6 à 8 millimètres. Ensuite, on referme tout simplement. Certains auteurs préconisent de mettre des xénogreffes par-dessus. Moi, je crois que j'ai refermé direct, je n'ai même pas mis de membrane. Et l'orthodontiste m'a confirmé qu'il a pu, en l'espace de 3 mois suite à cet acte chirurgical, obtenir un déplacement record de ses dents. Donc, tout le monde était content. La patiente y est compris. Et vous voyez que cette patiente, elle a pu obtenir un repositionnement de ses dents qui a été correct, grâce au docteur Joseph. Là, un dernier cas, je crois, enfin je pense, pour vous montrer qu'on peut faire aussi des chirurgies qui n'ont plus trop de caractère dentaire, puisque là on touche à la lèvre, c'est le repositionnement de la lèvre, la chirurgie de l'hypropositioning. On fait un bandeau large tout le long des dents, de la prémolaire à la prémolaire, de telle façon à brider en fait l'hypermobilité de la lèvre. Donc, il y a des cas et des indications précises de ce type de chirurgie, mais ça permet, dans le cas des sourires hypergingivaux, d'obtenir un repositionnement de la lèvre le long des collets. Et on a des résultats immédiats qui sont canons. Bon, après, dans le temps, il peut y avoir un peu de récidive, mais les patients ne reviennent pas dans la récidive à la situation initiale. Ils ont quand même la lèvre qui reste bien en position, et je trouve que c'est des chirurgies qui peuvent apporter un vrai plus aux gens qui ont un sourire vraiment trop gingival. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, Sophie. J'en profite aussi pour dire que on est centre formateur ici à Toulon. On reçoit constamment des confrères qui viennent un peu de partout pour justement essayer de développer une aisance dans ce type de technique. On axe quand même la formation plus sur la chirurgie muco-gingivale, mais on montre des cas d'autres types de chirurgie et on permet aux confrères d'assister au bloc à un certain nombre de chirurgies. Et c'est toujours un plaisir d'échanger, de partager avec nos confrères. Bravo en tous les cas, bravo pour ce webinaire Pascal, merci à tous ceux qui l'ont suivi. Voilà, et puis oui, effectivement, n'hésitez pas à vous faire former, voilà, comme Pascal continue à se faire former encore et encore et encore, et c'est vrai que c'est bien pour ceux qui veulent justement apprendre, de ne pas hésiter et de prendre contact avec vous. Voilà, je remercie infiniment, je vous souhaite à tous une très bonne soirée Bonne et nuit. puis à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.